Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez lourd, c'est vrai, mais hyper important, la crise budgétaire qui secoue la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une histoire de gros chiffres, de choix politiques qui ne sont pas simples et surtout d'impact très concret sur notre quotidien. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Regardons bien ce chiffre. 22,6 milliards d'euros. C'est la dette qu'on nous annonce pour la Belgique francophone d'ici 2029. C'est assez vertigineux quand on y pense. Un montant pareil, ça soulève forcément une question fondamentale. Voilà, c'est la question centrale de toute cette histoire. Comment est-ce possible? Pour y répondre, on va essayer de remonter à la source du problème, de regarder de près les solutions qui sont sur la table, et puis, bien sûr, de voir quelles sont les conséquences. C'est un vrai voyage au cœur des finances publiques. Voici notre plan de match pour y voir plus clair. D'abord, on va poser un diagnostic sur ce qu'on peut appeler la maladie financière. Ensuite, on analysera le traitement de choc proposé. Puis, on s'intéressera aux effets secondaires pour tout le monde. Et enfin, on essaiera d'évaluer l'état de santé général de l'institution. Ok, on entre dans le vif du sujet. Et là, il y a un truc super important à comprendre dès le départ. Cette crise, ce n'est pas juste une histoire de « on a trop dépensé ». Le problème est bien plus profond, il est structurel. C'est-à-dire qu'il est inscrit dans l'ADN même de l'institution. Le concept clé pour tout saisir, c'est ça, l'effet de ciseau. Imaginez vraiment les deux lames d'un ciseau. Une lame, ce sont les dépenses, et elles n'arrêtent pas de monter, tirées notamment par les salaires des profs qui sont indexés. L'autre lame, ce sont les recettes, et elles grimpent beaucoup, beaucoup moins vite. Et donc, mécaniquement, les deux lames s'écartent, et le trou se creuse. C'est un piège. Et cet effet de ciseau, il s'explique par trois faiblesses, trois problèmes de fond. Premièrement, la fédération n'a pas de pouvoir fiscal. Contrairement aux régions, elle ne peut pas créer un impôt pour boucler son budget. Deuxièmement, les lois qui déterminent comment elle est financée par le fédéral lui sont de moins en moins favorables. Et troisièmement, ses dépenses sont hyper rigides. Plus de 70% du budget part quasi automatiquement dans l'enseignement. Donc la marge de manœuvre, elle est quasi inexistante. Face à ce problème de longue date, le nouveau gouvernement a décidé de ne pas y aller avec le dos de la cuillère. On parle d'une thérapie de choc, une série de mesures d'austérité assez radicales pour essayer, comme on dit, de redresser la barre. Et le chiffre au cœur de cette thérapie, le voilà, 255 millions d'euros. C'est l'objectif d'économie que le gouvernement veut atteindre rien que pour l'année 2026. C'est un effort colossal et forcément, ça ne se fera pas sans conséquences. Alors pour justifier ces coupes, le gouvernement parle d'un budget de responsabilité. L'argument est simple et direct, on ne peut plus continuer à vivre au-dessus de nos moyens, il faudrait faire ces choix difficiles maintenant pour sauver les missions essentielles sur le long terme. C'est un discours qui se veut courageux. Forcément, cette vision est très loin de faire l'unanimité. Dans l'opposition, le Parti socialiste, lui, a une lecture complètement différente. Il parle d'un budget contre les familles, et même d'une guerre déclarée aux enseignants. On voit bien ici comment un débat sur des chiffres devient tout de suite un affrontement de vision de la société. Bon, concrètement, où est-ce qu'on va chercher cet argent? Ce tableau est assez clair. Avec presque 87 millions d'euros d'économie, c'est l'enseignement obligatoire qui est le plus touché. Et de loin. La culture aussi est mise à contribution. Ces chiffres, ils ne sont pas neutres. Ils nous montrent les priorités politiques du gouvernement. Allez, passons maintenant aux effets secondaires. Parce que derrière les millions d'euros, il y a des impacts très très concrets sur les services publics, sur les gens qui y travaillent et sur ceux qui les utilisent. Qui va vraiment sentir les effets de ce traitement? Premier exemple qui parle à beaucoup de monde, le Minerval, les frais d'inscription à l'université. On passe de 835 à presque 1200 euros. Pour le gouvernement, c'est juste un rattrapage de l'inflation. Pour les organisations étudiantes, c'est une barrière de plus, une attaque contre l'accès aux études, surtout pour la classe moyenne. Autre impact, cette fois-ci, sur les enseignants. S'ils tombent malades, leur salaire garanti passe de 100% à 60%. Pour les syndicats, c'est une dégradation majeure des conditions de travail, tout simplement. Et ça ne s'arrête pas là, c'est un peu un effet domino. La charge de travail des profs augmente, les budgets de fonctionnement des écoles sont gelés, ce qui, avec l'inflation, est une baisse en réalité, et le secteur culturel est mis en pause. Pour les syndicats, le calcul est simple. En rendant le métier moins attractif, on ne va faire qu'aggraver la pénurie d'enseignants, qui est déjà un énorme problème. Tout ça nous amène à la question finale, celle qui surplombe tout le reste. Cette thérapie de choc, aussi douloureuse soit-elle, est-ce qu'elle peut vraiment guérir la maladie de fond de l'institution? Ou bien est-ce que c'est juste, comme on dit, un pansement sur une jambe de bois? Ce graphique, il est assez parlant. Il montre le ratio dette sur recette. En clair, il compare la taille de la dette au revenu annuel. En 2019, la dette, c'était 62,5% des recettes. En 2026, elle devrait dépasser les 122%. Ça veut dire que la dette sera plus grande que tout l'argent qui rentre en un an.
On est dans une spirale qui semble difficile à arrêter. Et ce ne sont pas que des analystes qui s'inquiètent. La Cour des comptes, qui est l'organe de contrôle indépendant de l'État, a un jugement très sévère. Elle parle de déficit chronique et va même jusqu'à qualifier des prévisions du gouvernement d'irréalistes. C'est une critique qui pèse lourd. Et bien sûr, toute cette situation n'échappe pas au marché financier. L'agence de notation Moody's a déjà tiré la sonnette d'alarme. En passant la perspective à négative, elle envoie un message clair aux investisseurs. Prêter de l'argent à la fédération devient plus risqué. Et qui dit plus de risques dit des taux d'intérêt plus chers, ce qui, en retour, aggrave encore le problème de la dette. C'est un cercle vicieux. Et on termine avec cette question qui résume en fait tout le dilemme. Le gouvernement essaye de résoudre une crise financière avec des outils budgétaires. Mais si le problème, comme on l'a vu, est avant tout institutionnel, s'il est dans la structure même du système, est-ce que des coupes budgétaires seules peuvent vraiment être la solution? Ou est-ce qu'on ne fait que repousser le problème en attendant la prochaine crise? La question, elle, reste ouverte. Le nouveau budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 2026 vient d'être annoncé et c'est un véritable séisme. Pour certains, c'est une preuve de courage politique, pour d'autres, une déclaration de guerre sociale. Alors comment une seule et même décision peut-elle provoquer des réactions aussi diamétralement opposées? On va essayer de démêler tout ça ensemble. Regardez-moi ça. C'est quand même frappant. Pour la même mesure, on a deux lectures qui sont aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, le gouvernement nous parle de responsabilité. Et de l'autre, l'opposition crie à une violence sans précédent. Comment est-ce possible? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir. Bon, alors commençons par la réaction du gouvernement. Il faut comprendre pourquoi la coalition MR Les Engagés présente ce budget non seulement comme une obligation, mais carrément comme un acte de bravoure. Pour le gouvernement, tu pars de là. De ce constat, la situation financière est devenue intenable. Et pour eux, il n'y a plus le choix. Continuer comme avant, selon le mouvement réformateur, ce serait tout simplement mettre en danger nos services publics sur le long terme. C'est une question de responsabilité, disent-ils. Alors, pour justifier des choix forcément difficiles, la majorité avance plusieurs arguments. D'abord, l'idée du courage politique, faire ce qui est dur mais nécessaire. Ensuite, elle insiste sur le fait que l'effort est réparti, que tout le monde contribue et que les mesures sont progressives pour, je cite, éviter les chocs. Et puis, un point clé de leur défense, ils assurent ne pas avoir suivi les experts à la lettre et avoir écarté les mesures les plus dures. Bon, ça c'est pour la version officielle. Mais en face, forcément, la musique est radicalement différente. On passe maintenant à la réponse des partis de l'opposition. Chez les socialistes, la réaction est pour le moins épidermique. Ils n'y voient pas du tout une gestion responsable, mais bien une attaque idéologique. Les mots sont forts, guerre déclarée, violence. Pour le PS, c'est clair, ce budget vise à affaiblir les services publics et pénalise directement les familles et le monde de la culture. Le PTB, lui, propose une lecture encore différente. Il accuse le gouvernement de dramatiser la situation, de peindre un tableau apocalyptique pour que finalement les coupes apparaissent comme un moindre mal. En gros, c'est la stratégie du « ça aurait pu être pire » pour faire accepter ce qui leur semble inacceptable. Ok, on a vu les politiques. Mais le plus intéressant, c'est peut-être d'écouter ceux qui sont directement sur le terrain, ceux qui vont vivre ces mesures au quotidien. Et on va commencer bien sûr par l'épicentre de la colère. Et sans aucune surprise, c'est le monde de l'enseignement qui est en première ligne. C'est le secteur qui supporte la plus grande partie de l'effort budgétaire, et c'est donc logiquement de là que la contestation s'organise avec le plus de force. Et pour être bien concret, voilà une des mesures qui fait le plus parler. Une augmentation de 359 € des frais d'inscription à l'université. Ça peut paraître technique, mais c'est une somme qui impacte très directement le budget des étudiants et de leurs familles. Du côté des enseignants, les syndicats ont trouvé une formule choc pour résumer leurs sentiments. Ils parlent de quadruple peine. C'est très fort comme image. Ça veut dire qu'ils ont l'impression d'être perdants sur tous les tableaux, travailler plus longtemps, avec un salaire et une pension revue à la baisse. Et leurs avertissements sont clairs. Premièrement, la pénurie d'enseignants, qui est déjà catastrophique, risque de s'aggraver. La petite prime de 5% pour les jeunes profs, ils la jugent ridicule. Pour eux, c'est une véritable casse sociale et ils le disent sans détour. Ils sont prêts à monter aux barricades. Les étudiants, via leur fédération, la FEF, montent aussi au créneau. Pour eux, cette hausse des frais d'inscription n'est rien de moins qu'une attaque frontale contre la classe moyenne. Ce sont ces familles, disent-ils, ni assez riches pour ne pas sentir la différence, ni assez précarisées pour recevoir des aides qui vont payer la note. Et attention, il n'y a pas que l'éducation. Le monde de la culture et le secteur associatif sont aussi très inquiets. Avec le gel des subventions, beaucoup craignent tout simplement de devoir mettre la clé sous la porte. Et au-delà de leur survie, ce qu'ils redoutent, c'est la disparition de ce qu'ils appellent la parole engagée, un espace de débat essentiel dans une démocratie.
Alors que la situation est déjà tendue, un acteur neutre, une sorte d'arbitre technique entre en jeu, la Cour des comptes. Elle a analysé le budget dans les moindres détails et son rapport, il ne va pas calmer les esprits, bien au contraire. Et le rapport est, disons, assez piquant. Premier tacle. La Cour parle d'une gestion budgétaire laxiste et de déficit chronique. En clair, elle critique la manière dont les finances sont gérées depuis des années, bien avant ce budget-ci. Deuxième point, et ça touche au cœur du sujet, la Cour estime que les calculs du gouvernement sont irréalistes. Les prévisions seraient basées sur des scénarios bien trop optimistes. Autrement dit, les chiffres présentés pour justifier les économies ne tiendraient pas la route. Et puis, il y a cette phrase. C'est sans doute la conclusion la plus sévère de tout le rapport. La Cour suggère que cette méthode de calcul pourrait servir à masquer artificiellement l'ampleur des difficultés à venir. C'est une accusation extrêmement grave, qui jette un doute sur la transparence de tout l'exercice. Alors, au bout du compte, on en est où? On est dans une impasse totale. On se retrouve avec deux mondes qui ne se parlent plus, deux visions de l'avenir qui sont devenues complètement irréconciliables. Finalement, tout se résume à ça. D'un côté, un gouvernement qui se présente comme un sauveteur, qui dit que la rigueur est le seul remède pour sauver nos services publics. Et de l'autre, l'opposition, les syndicats, les associations, qui y voient un projet purement idéologique visant à démanteler notre modèle social. Sauver ou affaiblir, voilà les deux verbes qui s'opposent. Ce qui nous laisse avec cette question, qui est finalement la question de fond. Est-on vraiment face à un choix binaire, un choix impossible entre la discipline budgétaire et la protection sociale, ou est-ce qu'une troisième voie existe? Une chose est certaine, le débat ne fait que commencer.